Bien, bonjour et bienvenue à tous dans ce premier module vidéo de première tronc commun. Donc aujourd'hui nous allons reprendre là où nous étions restés avant la quarantaine, à savoir les caractéristiques du Second Empire. Voilà. Alors juste pour vous remettre, je vous rappelle que suite à son coup d'État de 1851, du 2 décembre 1851, le prince président, du moins le président de la République, qui est aussi, je vous le rappelle, descendant de Napoléon, eh bien, propose par plébiscite aux Français une nouvelle constitution autour d'un empire, d'un nouvel empire. Cette constitution étant adoptée, l'empire est rétabli par 7,8 millions de oui contre 250 000 non. Et donc le 2 décembre 1852, le Second Empire est rétabli. Est établi plutôt avec Napoléon III à sa tête. C'est le suffrage universel qui finalement enterre la République vu qu'elle est remplacée par le Second Empire. Alors c'est quand même relativement rare d'avoir une monarchie qui est appuyée par une souveraineté populaire. Bien, alors, donc Second 3, les caractéristiques du Second Empire. Ce Second Empire, donc, pour rappel, il dure donc de 1852 jusqu'à 1870, donc à 18 ans. C'est un régime qui est plein de contradictions. C'est un régime où, par exemple, Napoléon dit l'Empire c'est la paix. Oui, l'Empire c'est la paix, sauf qu'on va avoir 4 campagnes de guerre pendant son règne. On commencera par la Crimée, on y reviendra un peu plus tard. On enchaînera avec l'expédition du Mexique et on continuera plutôt avec la campagne d'Italie et enfin on terminera par la guerre de 1870. Donc vous voyez déjà que ça commence très fort. Louis-Napoléon Bonaparte aussi aime s'entourer de sa famille, mais en même temps, il y en a certains de sa famille qui refusent catégoriquement d'accéder au pouvoir. Chose qui est assez inédite vu que pour Napoléon Ier, l'ensemble de la famille Bonaparte participait au pouvoir. Donc pendant longtemps, on a eu une certaine hostilité vis-à-vis de ce régime et face à l'homme. Mais depuis quelques années, dans l'historiographie, donc dans l'étude qu'on fait sur le Second Empire et comment les historiens le voient, on a une certaine réhabilitation de Napoléon III, notamment sur le plan économique. C'est la période de la révolution industrielle, on est en plein dedans, et le pays va énormément se moderniser. J'en prends pour exemple les différentes expositions universelles de Paris, mais les travaux d'Haussmann à Paris. Et donc on va avoir une grande prospérité économique qu'on verra par la suite. On distingue deux phases dans notre propos. On distingue donc une période autoritaire de 1852 à 1859 et une période un peu plus libérale à partir de 1859 afin de pérenniser le régime. D'ailleurs, en 1870, juste avant la guerre, Léon Gambetta déclare que l'Empire est plus fort que jamais. Donc, au sein de ce cadre chronologique, l'Empire présente plusieurs caractéristiques qu'on va voir. Donc des caractéristiques économiques, les rapports aussi avec les autres pays européens, l'aventure coloniale, qu'on va voir dans d'autres chapitres au fur et à mesure. Alors, donc un régime autoritaire qui s'appuie sur le suffrage universel masculin. Les termes pour désigner le Second Empire sur le plan politique témoignent de l'ambiguïté du régime. On l'a qualifié de césarisme démocratique,
de démocratie illibérale ou encore de régime plébiscitaire. Alors, cela veut dire que eh bien, le régime, le suffrage universel, permet, grâce au plébiscite, d'appuyer véritablement la puissance de Napoléon III. Puis il s'en sert comme, comme pour avoir sa souveraineté. Il s'en sert pour appuyer sa souveraineté, comme généralement le font tous les dictateurs, même si là, on va le voir, effectivement, le suffrage universel est présent. Alors, attention, il est quand même très limité. Hein, on en parlera un peu plus tard. Il est très encadré, ce régime, ce suffrage universel. Alors, la population est surveillée grâce à un État renforcé et des opposants muselés. Alors, au lendemain du coup d'État, on va avoir un ensemble de lois liberticides qui mettent le pays sous contrôle. On a un système d'avertissement, je dirais, de censure qui va museler la presse. On va avoir aussi un droit de réunion qui est interdit. Et on a la surveillance de la population qui est établie par un réseau policier qui est renforcé. Et la population, disons, la plus mouvante, les vagabonds, les ouvriers, ceux qui vont de patron en patron, sont particulièrement contrôlés. Avec l'aide d'un livret ouvrier, une sorte de carte d'identité ou plutôt de fiche de suivi des ouvriers qui va devenir obligatoire à partir de 1854. La plupart des opposants qui sont emprisonnés prennent aussi le chemin de l'exil après le coup d'État. Ils vont se réfugier en Belgique, en Suisse ou en Angleterre. D'autres opposants se retirent carrément de la vie politique et refusent de cautionner le régime. C'est le cas du général Cavaignac, souvenez-vous. Après, vous allez avoir de nombreuses amnisties qui vont être faites et de nombreux opposants vont rentrer en France. Des grandes figures, Victor Hugo, Louis Blanc, Ledru-Rollin, Edgar Quinet, vont rester quand même, elles, en exil et vont publier des pamphlets, des brûlots contre Napoléon. En 1858, un attentat fait par l'anarchiste Orsini va déclencher ce qu'on appelle la loi de sûreté générale, donc ça date du 27 février 1858, qui permet d'arrêter quiconque qui a été condamné pour délit politique depuis 1848. Donc n'importe qui a fait le moindre délit politique, ça va de la distribution de tracts interdits à la Réunion, en passant par effectivement une quelconque opposition, va pouvoir être déporté ou exilé sans aucun jugement. Alors, c'est à nuancer parce que après vous allez avoir plusieurs amnisties qui vont venir. Mais enfin, ça témoigne quand même d'un certain raidissement, pas dire autre chose, du régime. Ok ? Bien. Alors, cet État renforcé s'incarne aussi dans le renouvellement du personnel administratif et des fonctionnaires dans leur ensemble, à qui on fait jurer fidélité au régime. Alors, après, la fidélité, elle peut être sincère, mais elle peut être aussi opportune. Une fois qu'ils sont au contact de la population, ils doivent surveiller et s'informer, et informer la hiérarchie. En cas de révolte ou de mauvais vote, ils sont tenus pour responsables. C'est des sortes de commissaires politiques un peu avant l'heure. Parmi ces rouages indispensables à la machine étatique, on peut citer les procureurs généraux qui rédigent des rapports annuels sur l'état d'esprit des populations. On peut compter sur les commissaires de police, les juges de paix et les magistrats, les officiers de gendarmerie et même les enseignants qui sont interdits de barbe. Voilà, donc du coup, moi je ne pourrais pas faire ce que je suis en train de faire avec vous. Les préfets, eux, sont la pierre angulaire de l'édifice, ce qu'on appelle ces empereurs au petit pied, hein.
sont l'œil et l'oreille de l'empereur dans les 86 puis 89 départements. Voilà. Donc vous avez effectivement un exemple de pamphlet à l'écran où on vous explique un petit peu quels sont oh, quelles sont les conséquences pour la liberté de la presse. Et à côté, vous avez effectivement l'augmentation du nombre de prisonniers avec l'augmentation des agents de police et du nombre de déportés au bagne. Alors, un suffrage universel masculin encadré. Alors, le suffrage universel masculin existe toujours et Napoléon III va s'appuyer dessus pour avoir de la légitimité. C'est un recours tactique, vu que Napoléon III n'a pas hésité à recourir au coup d'État pour s'emparer du pouvoir, ou du moins le conserver. Et il a fait 2 coups d'État qui ont échoué, le 3e a fonctionné alors qu'il était président de la République, mais c'était pour prolonger son mandat. Et il avait été élu, je vous rappelle, à une forte majorité avec le suffrage universel masculin. Donc le suffrage universel masculin est maintenu par le décret du 2 février 1852, mais avec des modifications. L'Algérie, alors département français, les 3 départements français d'Algérie, ainsi que les colonies, sont exclus du corps législatif. Donc plus de députés. Le nombre des députés qui sont élus pour 6 ans et qui ne siègent que 3 mois par an, sur convocation de l'empereur, et qui doivent prêter serment de fidélité, est réduit à 261 députés, ce qui limite considérablement l'influence des députés des villes ou des départements présumés hostiles. De plus, ce corps législatif, qui est élu au suffrage universel, est seul à être élu au suffrage universel car le Sénat est composé de membres de droit et de membres nommés directement, qui n'a quasiment plus de pouvoir et plus d'initiative, au profit du pouvoir exécutif, l'empereur, ses ministres, qui sont responsables devant lui, donc qui peuvent être révoqués par lui-même. Et enfin, un conseil d'État qui est composé d'hommes nommés par l'empereur. Alors, vous pouvez retrouver justement dans votre livre, page 72, et les biographies, ainsi que le schéma de la constitution du Second Empire. Et je vous invite à regarder. Tout ceci sera bien sûr marqué en lien dans la description. Voilà. Alors, les élections sont libres, mais elles sont intensément préparées par les voyages impériaux et surtout les fonctionnaires et le système de candidature officielle. Et les préfets indiquent aux électeurs les candidats qui ont la confiance du gouvernement. Sur les bulletins de vote, enfin sur les affiches électorales, on a marqué Tartampion quand il n'est pas soutenu, et par contre Tartampion numéro 2 soutenu par le gouvernement. Et donc là, on sait que c'est lui pour lequel il faut voter. Quelques exemples de bulletins de vote. Ils sont, comment dirais-je, relativement explicites. Je vous laisse lire. À la fin des années 1860, on va connaître un assouplissement. Donc Napoléon III va décider, contre l'avis de ses conseillers, de libéraliser le régime sans pour autant renoncer à son autorité personnelle ni à sa gloire extérieure. Il va donner un rôle un peu plus important à la Chambre des députés en leur offrant le droit de discuter, de voter chaque année une adresse, donc une réponse, si vous voulez, au discours que fait le Napoléon III au trône. Et après, ce droit d'adresse va être transformé en droit d'interpellation. Voilà. En 1868, on aura la suppression de l'autorisation préalable pour les réunions. Et une autre loi va autoriser même ces mêmes réunions publiques.
En septembre 1869, un amendement à la Constitution partage l'initiative des lois entre l'empereur et le corps législatif, ce qui veut dire que les ministres sont aussi responsables maintenant devant la Chambre. Enfin, en 1869, un plébiscite permet au peuple d'approuver les réformes libérales faites depuis 1860. Une formulation qui favorise le oui, certes, mais qui montre à l'Empire toute sa popularité et fait taire les critiques. Là, les républicains sont au plus bas et l'Empire devient extrêmement populaire, du moins jusqu'à juin 1870, et on va voir après ce qui va se passer. L'autre aspect de la politique du Second Empire, c'est la politique de grandeur nationale. Il s'agit de faire retrouver à la France sa place dans le concert des nations. Alors ça va prendre plusieurs aspects. Suite à 1815 et au Congrès de Vienne, la France napoléonienne s'est réduite à peau de chagrin et surtout elle a perdu énormément d'influence dans le concert des nations. Napoléon III entend lui faire retrouver sa place et s'appuie sur une politique étrangère très active qui en plus va permettre de flatter la fibre patriotique des Français et de perpétuer finalement la légende familiale des Bonaparte. Alors, plusieurs directions à cette politique étrangère. Alors, premièrement, une constitution un peu ambiguë d'un empire colonial, l'Algérie, le grand royaume arabe, l'Égypte, où on va intervenir avec la construction du canal de Suez, le développement de la colonie de Port-Saint-Louis, donc au Sénégal, et des expéditions en Asie extrême orientale. On n'est pas encore à la colonisation, mais on n'en est plus très loin. On va soutenir les mouvements des nationalités, donc l'intervention en Savoie, en Italie, en 1859, pour aider effectivement à l'unité italienne. Je vous rappelle que Napoléon III a fait partie des Carbonieri, donc des gens qui se battaient déjà pour l'unité italienne avant, donc ça reste comme ça. Une fois que la guerre contre l'Autriche est terminée, la France va récupérer la Savoie ainsi que Nice, ça date de cette époque-là. Et puis, on va avoir une présence active de la France dans les affaires d'autres régimes ou d'autres États. On va aider, ou on va affronter l'Empire russe, l'Empire ottoman ou l'Empire autrichien, par exemple, lors de la guerre de Crimée. Donc, une querelle sur les lieux saints qui débouche sur une guerre en Crimée pour empêcher l'hégémonie russe sur la mer Noire. On va aussi soutenir l'empereur Maximilien, l'archiduc Maximilien, dans sa tentative de conquête du Mexique, où il souhaite devenir empereur. Et ça va très très mal se finir, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Donc on le voit là, ce congrès de Paris, à la suite de la défaite de la Russie. Alors, résistance et critique. Résistance et critique. La résistance et la critique à Napoléon sont rendues extrêmement difficiles du fait du renforcement de l'État. On a dit les différentes polices politiques qui contrôlent sévèrement le régime. On a une opposition extérieure, donc ceux qui sont en exil, c'est le cas de Victor Hugo, mais dont on a du mal à mesurer l'audience. Et puis une opposition intérieure qui est plus volatile, car plus surveillée, mais aussi plus violente. Alors cette opposition intérieure, elle est d'abord limitée et elle s'incarne dans les premières années du régime, dans l'existence de lieux de sociabilité républicains, les salons, les cafés. Ou alors on va faire carrément des attentats, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. Mais ces attentats ont trait aux affaires italiennes, donc pas vraiment en lien.
L'opposition va vraiment progresser avec la libéralisation de la presse, ou du moins l'assouplissement des règles de cette presse. L'archétype même de cette presse d'opposition, c'est la lanterne de Rochefort, avec un numéro qui donne le ton. La France contient, dit l'almanach impérial, 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Sujet de mécontentement, analogie, donc blague. Bref, en tout cas, c'est une grosse critique que l'on peut faire, que peut faire l'opposition. Donc le droit de réunion rend les gestes publics d'attachement républicain beaucoup plus visibles. On va se rendre en pèlerinage sur la tombe du député Baudin. Souvenez-vous, je meurs pour 25 francs par jour. Sur la tombe de Cavaignac. Et le 12 janvier 1870, l'enterrement de Victor Noir, hein, que l'on voit en photo, un jeune journaliste qui a été tué par le prince Pierre Bonaparte, cousin germain de Napoléon III, est l'occasion d'une manifestation monstre. Alors, je vous renvoie à donc ce fameux Pierre Bonaparte, hein, dont la pompon, hein, plomb-plomb, comme on l'appelle. Je vous renvoie à sa biographie qui est assez fascinante, hein, sur Wikipédia, une sorte d'aventurier très rigolote. Voilà. Donc ce prince Bonaparte, hein, c'est l'instant, j'ai envie de dire, l'instant culture générale. Voilà. Alors, l'opposition à l'extérieur, c'est l'exil. Donc on a environ 2500 personnes qui se sont exilées, qui vont revenir au fur et à mesure. Après 1860, on n'aura plus que les irréductibles qui refusent toute amnistie. On va citer Victor Hugo. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, disait-il. Louis Blanc, Victor Schœlcher. Victor Schœlcher, c'est celui qui a aboli l'esclavage en France. Le philosophe Edgar Quinet qui disait « Je ne suis ni un accusé ni un condamné, je suis un proscrit. J'ai été arraché de mon pays pour être resté fidèle à la loi, au mandant que je tenais de mes concitoyens. Ceux qui ont besoin d'être amnistiés, ce ne sont pas les défenseurs des lois, ce sont ceux qui les renversent. On n'amnistie pas le droit et la justice. » Ses opposants usent principalement de la plume pour dénoncer le régime et ses fondements, qui vont chercher à détruire la légende militaire de Napoléon Ier grâce à des ouvrages de stratégie, mais surtout, eh bien, surtout Victor Hugo, pardon. Ainsi se termine ce cours sur Napoléon III. Alors, quelques pistes pour aller un peu plus loin. Donc, je vous renvoie bien sûr aux Misérables de Victor Hugo. Après tout, on est en quarantaine, on a le temps de le lire. On peut lire aussi le pamphlet Napoléon le Petit, toujours du même Victor Hugo. Et puis, je vais vous mettre en lien dans la description 2 vidéos sur eh bien, la politique étrangère de Napoléon, et pour en savoir plus sur la guerre de 1870. D'ici là, vous allez aussi avoir des exercices à faire que vous allez recevoir par école directe ou par Outlook. On reste en contact, on reste liés. Protégez-vous bien et je vous dis longue vie et prospérité à tous. À bientôt.